Elle l'avait élevé comme son propre fils, lui avait tout donné, et en retour, il l'avait jeté comme un vulgaire déchet. C'était un jeudi après-midi, de ceux où le soleil hésite entre briller encore un peu ou disparaître plus tôt que prévu. Evelyne se tenait sur le perron, en chaussons, une grande sacoche en toile à la main. À l'intérieur, un pain de mie, quelques boîtes de haricots, et un poulet rôti encore tiède à travers l'emballage plastique. Elle appuya sa hanche contre la porte et sentit que quelque chose clochait. La clé ne rentrait pas. Elle réessaya, lentement, rapidement, même à l'envers, comme si son esprit lui jouait des tours. Mais ce n'était pas sa main qui était fautive. C'était la serrure. Le pin avait été changé. Elle frappa une fois. Puis deux. Puis plus fort, du poing, sans lâcher le sac de provisions. Elle portait toujours son gilet bleu pâle, celui qui sentait la lavande. Elle se tenait là, exactement à l'endroit où elle vivait depuis 22 ans. Et enfin, la porte s'ouvrit. À peine une fissure. Nathalie, la petite amie de Ryan, passa la tête dans l'entrebâillement, les sourcils levés comme si elle ne s'attendait pas à voir quelqu'un. « Oh, salut. Tu n'étais pas censé rentrer avant plus tard. » Evelyne cligna des yeux. « Pourquoi je ne peux pas entrer dans ma maison ?» Nathalie hésita. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis sortit, refermant la porte derrière elle. « Je crois que Ryan devait te parler de ça. »« Me parler de quoi ? Tu n'habites plus ici. » Le silence tomba comme une enclume. Evelyne serra un peu plus fort le sac contre elle, sans savoir que faire de ses mains. Sa poitrine se serra. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Nathalie esquissa un sourire nerveux, de ceux qu'on porte pour faire semblant que tout va bien. « Tu sais, c'est juste des papiers. Rien de personnel. Ryan a dit que tu avais accepté de transférer l'acte de propriété. » J'ai fait quoi ? Il a dit que tu avais signé il y a quelques semaines. Tu te souviens de tous ces documents sur la table de la cuisine ? Evelyne la fixa, hébétée. Puis, lentement, les pièces du puzzle s'assemblèrent. Les formulaires. La façon dont Ryan éludait ses questions, lui répétant que c'était juste de l'intendance, qu'il fallait mettre de l'ordre dans les papiers, que ce serait mieux si jamais il t'arrivait quelque chose. Elle lui avait fait confiance. Elle avait fait confiance à son fils. Et maintenant, ses mains tremblaient. Nathalie ne resta pas. Elle rentra précipitamment, murmurant qu'elle allait appeler Ryan. La porte se referma. Et se verrouilla. Evelyne resta là. 1 minute. Puis 5. Puis 10. Personne ne revint. Et elle ne frappa plus. Elle descendit lentement les marches, le poulet encore niché contre son flanc, comme un nouveau-né. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle savait qu'elle ne reviendrait pas en arrière. Mais Ryan ne lui avait pas seulement pris sa maison. Il lui avait arraché quelque chose de plus profond. Et Evelyne s'apprêtait à se souvenir exactement de qui elle était. Bien avant tout ça, avant les papiers, avant Nathalie, avant que le seuil de sa propre maison ne lui devienne étranger, et Evelyne n'était pas qu'une femme dans une maison. Elle était une mère. Et pas pour n'importe qui. Pour un enfant que personne ne voulait. En 1996, Evelyne travaillait de nuit à l'hôpital Saint-Joseph, à Jackson, Mississippi. Elle était infirmière de service. Solide, fiable, discrète. Une femme qui avait depuis longtemps fait la paix avec l'idée de ne pas avoir d'enfant. 2 fausses couches. Une tentative de FIV échouée. Son deuil, invisible, était une cicatrice profonde. Et puis, un soir, elle rencontra Ryan. Il avait été admis pour un poignet cassé. À peine 2 ans, pâle, sous-alimenté, portant un t-shirt 3 tailles trop grand avec des taches de moutarde au col. Sa famille d'accueil ne resta même pas. Elle le déposa aux services sociaux et partit. Evelyne n'avait pas cherché à adopter. Mais parfois, Dieu ne frappe pas à la porte. Parfois, il dépose un enfant dans vos bras et vous met au défi de le reposer. Ryan ne parla pas pendant plusieurs jours. Il s'accrochait à sa blouse comme du lierre. Refusait de parler, ne mangeait que si elle le nourrissait. Quelque chose en elle l'apaisait. Et cela suffisait. 2 mois plus tard, elle entamait les démarches d'adoption. 6 mois plus tard, il portait son nom de famille. Ses amis la prenaient pour folle. Une femme noire célibataire, la trentaine bien entamée, qui adopte un petit garçon blanc avec des troubles du comportement. Tu veux sauver tout le système, ou quoi ?
Non, juste lui, répondait-elle. Evelyne avait tout donné à Ryan. Une chambre avec un lit en forme de voiture de course. Des repas préparés avec son prénom écrit au marqueur. Des cours de natation, de piano. Des samedis au zoo. Il était asthmatique. Elle trouva le meilleur pédiatre. Il avait du mal à lire. Elle engagea un tuteur. Elle lui apprit à tresser les cheveux sur ses figurines pour qu'il sache comment coiffer sa future fille. Elle lui fit écrire des lettres de remerciement après Noël. Et elle n'a jamais manqué une seule réunion parents-professeurs. Mais tout n'était pas rose. En grandissant, Ryan changea. Au collège, il posa des questions. Pourquoi je ne te ressemble pas? Pourquoi les gens nous regardent dans les magasins? Pourquoi tout le monde dit que je suis adopté? Elle répondait toujours la même chose. Parce que c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas à moi. Il ne l'a jamais vraiment accepté. Au lycée, il prit ses distances. À la fac, il ne rentrait presque plus. Et quand il le faisait, ce n'était jamais pour longtemps. Une nuit. Un dîner. Un salut, maman, avant de repartir téléphone en main. Mais Evelyne ne se plaignait jamais. Elle laissait la lumière allumée. Gardait sa chambre intacte. Continuait de croire que l'amour, même discret, suffisait. Puis son mari mourut. Et soudain, Ryan réapparut. Il était attentionné, au début. Nettoyait les gouttières, tondait la pelouse, lui rappelait ses comprimés pour l'attention. Il venait parfois avec Nathalie. Il s'asseyait sur le porche pendant qu'Evelyne préparait du pain de maïs et regardait Jeopardy. Elle pensait que les choses s'arrangeaient. Mais elle ignorait que Ryan n'était pas revenu pour reconstruire. Il était venu pour faire l'inventaire. Et quand elle s'en rendit compte, son nom n'était plus sur l'acte de propriété. Et sa confiance avait été vendue pour des miettes. Mais une mère n'oublie pas. Et Evelyne se souvenait déjà de chaque sacrifice. Cette nuit-là, elle dormit dans sa voiture. Garée 2 pâtés de maison plus loin, devant une rangée de duplex décrépits, avec des chaises en plastique sur les balcons. Elle ne pleura pas. Pas une seule fois. Mais ses mains restèrent figées à 10h10 sur le volant, même une fois le moteur éteint. Le poulet rôti, froid désormais, reposait sur le siège passager. La graisse imbibait lentement le plastique. Elle regardait droit devant, les yeux perdus dans le vide. Le chagrin s'installe dans les poumons comme du plomb. Pas seulement pour les morts, mais pour ceux qu'on découvre jamais avoir connus. Quand Léonard, son mari, était mort 3 ans plus tôt d'un caillot sanguin mal diagnostiqué, Evelyne croyait que rien ne pouvait faire plus mal. Il était son équilibre. Peu de mots, mais toujours du poids. Ils s'étaient rencontrés à l'église, étaient tombés amoureux autour de poissons frits et de versets bibliques, et avaient bâti pendant 29 ans une maison fondée sur la foi et le pardon. Mais cette douleur-là, cette trahison, c'était une brûlure d'un autre genre. Le lendemain matin, Evelyne alla à la banque, mi-automatisme, mi-nécessité. Et ce fut presque drôle. Le sol n'avait pas bougé. Parce que Ryan n'avait jamais touché à cet argent. Parce qu'il n'avait même pas su qu'il existait. Après la mort de Léonard, l'hôpital avait tenté d'esquiver les responsabilités. Ils avaient dit que c'était une complication naturelle. Mais Evelyne, avec ses années de blouse blanche, avait reconnu le schéma. Elle avait insisté, déposé plainte, consulté un ancien ami avocat. 2 ans plus tard, contre toute attente, elle avait gagné son procès pour faute médicale. 9,5 millions de dollars. Elle n'en avait parlé à personne. Pas même à Ryan. Elle avait placé l'argent dans une fiducie séparée, sous son nom de jeune fille, répartie entre plusieurs comptes. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était une forme de paix. Un secret sacré. Parce que l'argent change les gens. Et certaines choses, parfois, doivent rester cachées. Ce jour-là, assise dans le hall de la banque, les chevilles enflées et l'âme fendue en deux, Evelyne comprit une chose de plus. Ryan ne s'était pas contenté de trahir sa confiance. Il l'avait sous-estimée. Elle n'avait peut-être plus la maison, mais elle avait encore des ressources. Elle avait des connaissances. Et surtout, elle possédait encore une arme que Ryan n'avait jamais su manier, la patience. Alors elle réserva une chambre dans un motel à Méridian, payée en liquide. 2 nuits, sans question. Ce qu'il lui fallait, c'était un plan. Mais plus encore, elle avait besoin de s'arrêter. De se poser.
de se souvenir de qui elle était, bon sang. Elle feuilleta un vieux carnet qu'elle gardait toujours dans son sac, rempli de prières, de numéros de téléphone, de rappels griffonnés, comme celui de penser à appeler sa cousine à Lafayette. Au fond du carnet, il y avait une note qu'elle avait écrite des années plus tôt, le jour où elle avait reçu le règlement du tribunal, « Ne laisse pas l'argent te rendre bruyante. Laisse-le t'apporter le silence. Laisse-le t'acheter du temps. » Elle sourit à cette page. Ryan pensait l'avoir chassée, mais il ignorait qu'il venait de la libérer. Pourtant, la liberté ne rime pas avec confort. Pas encore. Et Evelyn avait encore quelques flammes à traverser avant de pouvoir renaître. La première fois que Ryan lui avait mis une pile de papier sous le nez, c'était un dimanche. Evelyn était assise à la table de la cuisine, pliant des torchons, pendant que le four cuisinait une tarte à la patate douce. Ses genoux la faisaient souffrir ce jour-là. La pluie approchait. Elle le sentait dans ses os, mais elle souriait quand même. Ryan était passé sans prévenir, et même si elle détestait les surprises, elle s'était dit qu'il lui manquait peut-être. Il portait l'une de ces chemises cintrées qui semblaient faites pour le corps d'un autre. Nathalie le suivait, les yeux rivés à son téléphone. « Salut, maman », dit-il en lui donnant une étreinte à moitié. « On a apporté quelques papiers. Rien de grave, juste des trucs pour les impôts et la maison. Histoire de faire un peu de ménage administratif, tu vois. » Evelyn fronça les sourcils. « Quel genre de papier ?» Ryan sortit un dossier comme un magicien tire un jeu de cartes, document de fiducie, transfert de biens immobiliers, clause de procuration. On les a fait relire. Le cabinet de Nathalie fait ce genre de truc tout le temps. C'est totalement standard. Nathalie, sans lever les yeux de son écran, ajouta, « C'est juste pour protéger vos biens, Madame Carter. Évitez la succession. Vous serez toujours couverte pour tout. » « Je n'ai rien demandé à éviter, » murmura Evelyn, les mains posées sur le torchon déplié. Ryan ricana. « Je sais. C'est justement pour ça qu'on s'en occupe. Regarde, si jamais il t'arrive quelque chose, Dieu nous en garde, ce serait un cauchemar de démêler les documents et la maison. Là, au moins, on garde tout dans la famille. » Evelyn fixa les papiers. Les lettres dansaient un peu. Elle ne portait pas souvent ses lunettes de lecture. Elle détestait la manière dont elle lui pinçait les ailes du nez. Ryan le remarqua. « Tiens, » dit-il en lui tendant un stylo. « J'ai surligné les lignes de signature. Pas besoin de lire le reste, je l'ai déjà vu avec eux. » Elle hésita. Elle voulait dire quelque chose. Quelque chose comme, « Je devrais peut-être faire relire ça. » Ou, « Pourquoi as-tu besoin d'une procuration maintenant ?» Mais Ryan, c'était son bébé. Son petit garçon qui pleurait quand elle passait devant son berceau. Celui qui avait besoin de son inhalateur dès qu'il s'excitait un peu trop. Celui qu'elle avait veillé toute une nuit quand il avait eu la varicelle à 6 ans et refusait de dormir sans tenir sa main. Alors elle signa. Page après page. Il plaisanta même pendant qu'elle écrivait son nom, « Tu fais de l'histoire, maman. » Elle rit, à peine, un souffle. Le minuteur de la tarte sonna, elle se leva pour éteindre le four. Ce moment la hantait pendant des semaines. L'odeur de cannelle et de sucre brûlé. Le bruit du capuchon du stylo qui se referme. Le sourire de Nathalie, un peu trop satisfait. Ce jour-là, elle ne le savait pas encore, mais c'était la dernière fois qu'elle s'asseyait à cette table de cuisine. Les visites suivantes furent plus courtes. Ryan débarquait avec des relevés bancaires et des amis investisseurs qu'elle n'avait aucune envie de rencontrer. Il était toujours occupé, toujours en train de parler de retournement de propriété, de construction de portefeuille, comme si sa maison n'était qu'un capital dormant à exploiter. Il avait commencé à l'appeler Evelyn devant Nathalie. C'était nouveau. Et un jour, alors qu'elle arrosait les bégonias dans la cour, elle entendit Nathalie dire, « Une fois qu'on aura vendu cette maison, on pourra enfin s'installer à Dallas. » C'est ce jour-là qu'Evelyn commença à préparer un petit sac, au cas où. Elle y glissa sa Bible, son passeport, la dernière photo de Léonard et le carnet avec les informations bancaires du règlement, celui dont elle n'avait jamais parlé à Ryan. Son corps n'allait plus aussi vite. Mais son esprit? Il était encore assez vif pour sentir quand l'amour s'était gâté. Evelyn n'avait pas survécu à tout ça pour regarder disparaître ce qu'elle avait construit. Pas sans rappeler à Ryan quel nom il avait effacé d'un trait de stylo. Le jour où Ryan l'appela, invité, dans sa propre maison, Evelyn ne dit pas un mot. C'était un mercredi, quelque temps après le déjeuner.
Elle venait de passer l'aspirateur dans le salon, une tâche qu'elle aimait encore faire elle-même, même si sa nièce trouvait cela ridicule. La poussière ne s'embarrasse pas de l'âge, et Evelyne croyait en une maison propre, peu importe qui la regardait. Ryan entra, les lunettes de soleil encore sur le nez, les écouteurs pendant autour du cou. Nathalie suivait, en pleine conversation Bluetooth. Ils ne lui dirent rien au début, passèrent devant elle comme si elle était la femme de ménage. Puis Ryan s'arrêta, se retourna, et dit d'un ton détaché, « La prochaine fois que tu utilises le Dyson, pense à le vider. Il y a des gens qui viennent voir la maison ce week-end. » Evelyne cligna des yeux. Des gens? Des agents immobiliers, juste pour évaluer la valeur, tu vois, une étude de marché. Elle le fixa. Tu vends la maison? Il rit, comme si elle lui avait demandé s'il comptait aller vivre sur la Lune. Pas encore. Juste anticiper. Faut explorer toutes les options, non? Elle se redressa. Nos options? C'est là qu'il le dit. Tu es une invitée maintenant, maman. C'est encore ton espace, bien sûr, mais légalement. Tu sais comment ça marche. Sa main se resserra sur le manche de l'aspirateur. Elle ne cria pas. Ne pleura pas. Elle hocha simplement la tête. Ce soir-là, elle fit sa valise pour de bon. Elle n'emporta que l'essentiel. Sa Bible. Son carnet. 2 robes. Une paire de baskets. Et son alliance, qu'elle ne portait plus depuis la mort de Léonard, mais qu'elle gardait toujours dans une petite pochette à côté de son lit. Ryan ne lui demanda pas où elle allait. Nathalie s'en moquait. Il pensait avoir gagné. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Evelyne s'installa dans un motel bon marché, de l'autre côté de la ville, près d'une station-service et d'un relais routier où les lumières clignotaient sans cesse. Le lit grinçait sous elle, et le chauffage soufflait comme un asthmatique. Mais c'était son lit. Et c'était silencieux. Assise au petit bureau, elle ouvrit son carnet. Un numéro y était inscrit depuis 14 ans. Il appartenait à Doris, une femme qui avait travaillé pour une association aidant les femmes âgées à se défendre sur les questions de logement. Doris l'avait aidée une fois, quand un locataire avait tenté de la poursuivre à cause d'un problème de plomberie. Elle composa le numéro. Une sonnerie. 2. Coupure. Elle soupira. Puis elle se souvint de C.J. Clarence, C.J., belle. L'ami de Léonard, du vieux quartier. Avocat à la retraite. Encore plus têtu qu'un mulet. Il ne s'était pas parlé depuis des années, mais elle prit son téléphone quand même. Ça sonna 6 fois avant qu'une voix fatiguée et rauque décroche. J'espère que c'est Jésus ou une urgence. Evelyne sourit. Peut-être les deux. Eve? Oui, c'est moi. Il faut qu'on parle. Mais C.J. n'eut pas besoin de beaucoup de persuasion. Les vrais amis se rappellent de ceux qui sont venus avec une cocotte après une opération, et lui, il attendait cet appel depuis longtemps. Le lendemain matin, ils se retrouvèrent dans un petit dîner juste à la sortie de Liévin. Le genre d'endroit qui sert encore le café dans des tasses en céramique épaisse et appelle tout le monde, « Chérie, que vous ayez 5 ou 85 ans. » Il avait l'air plus vieux qu'elle ne s'en souvenait, quelques poils blancs dans la barbe, le regard un peu plus voilé, mais toujours ce front épais et cet humour sec qui forçait les gens à réfléchir à 2 fois avant de lui mentir en face. « Tu as une sale mine, dit-il en glissant sur la banquette en face d'elle. Evelyne sourit. « Bonjour à toi aussi. » Il but une gorgée de café, noir. Sans sucre, sans crème. Exactement comme Léonard autrefois. Bon, dit C.J. en posant la tasse. Raconte-moi tout. Ne saute rien, n'adoucis rien. Dis-moi tout, comme c'est arrivé. Alors elle le fit. Elle lui parla des papiers que Ryan l'avait forcé à signer, de la façon dont il avait changé les serrures, de ce commentaire sur les invités, de Nathalie, des agents immobiliers, des sourires hypocrites. C.J. écouta sans l'interrompre une seule fois. Lorsqu'elle eut terminé, il s'appuya contre le dossier et poussa un long soupir. Il t'a dupé, manipulé, mais il a commis une erreur. Laquelle? Il a oublié qu'il a élevé. Evelyne baissa les yeux vers sa serviette. J'ai signé l'acte, C.J. Oui, mais signé sous de faux prétextes, ça ne veut pas dire que c'est légal, surtout s'il t'a mal informé ou s'il a déformé les documents. Elle haussa un sourcil. Tu crois qu'on peut l'attaquer en justice? C.J. eut un sourire en coin. Eve,
je pourrais l'emmener en justice en dormant. Elle rit, mais ce n'était pas une vraie joie. Je suis fatigué, CJ. Je ne cherche pas à le détruire. Je veux retrouver ma maison, et pouvoir me regarder dans un miroir sans me sentir comme une idiote. CJ acquiesça lentement. Alors on ne va pas le détruire. On va lui apprendre quelque chose. Ils passèrent les 2 heures suivantes à tout passer en revue. Ce qu'elle avait signé, les dates dont elle se souvenait, les conversations qu'elle pouvait rappeler. Evelyn avait tout noté dans son carnet de toute façon, même avant de penser que ça lui servirait. Réflexe d'ancienne infirmière. Tout documenté. CJ lui expliqua ce qui allait suivre, quel type d'avocat il allait lui recommander, comment ils allaient déposer une requête pour faire annuler le transfert, et quoi faire si ça allait jusqu'au tribunal. Puis Evelyn lui confia quelque chose qu'elle n'avait dit à personne. J'ai de l'argent, CJ. Il cligna des yeux. Tu veux dire un peu d'économie? Non, je parle de vrai argent. Une indemnisation de l'hôpital. 9,5 millions. CJ faillit faire tomber sa tasse. Jésus. Je n'y ai jamais touché. Je ne voulais pas que Ryan le sache. Je ne voulais que personne ne le sache, en fait. CJ secoua lentement la tête. Tu t'assois sur 9 millions et tu laisses ce gamin te tourner autour? Je ne voulais pas que l'argent change ma façon de l'aimer, dit-elle à peine audible. CJ ne répondit pas tout de suite. Il la regarda simplement, puis tendit la main et posa sa paume sur la sienne. Ça ne l'a pas changé, dit-il. C'est lui qui a changé, tout seul. Evelyn regarda par la fenêtre vers l'autoroute au loin. Son reflet dans la vitre avait l'air plus vieux que ce qu'elle ressentait. Éprouvé, pas vaincu. Fendu, comme une chose qu'on aurait laissé tomber mais qui aurait refusé de se briser. Elle se tourna vers CJ. Je veux faire ça bien. Pas de drame, pas de caméra. Juste mon nom, de retour sur ma porte. CJ hocha la tête. On l'aura. Mais Evelyn devait avoir une dernière conversation, avant les avocats, avant les audiences. Une ultime tentative non pas de parler à l'homme que Ryan était devenu, mais au garçon qu'elle avait connu. Evelyn ne l'appela pas. Elle savait que s'il voyait son nom, il raccrocherait ou passerait le téléphone à Nathalie. Alors elle se présenta, tout simplement. C'était en fin d'après-midi lorsqu'elle se gara dans l'allée. Le jardin était trop bien entretenu, comme si quelqu'un avait taillé les haies juste assez pour impressionner un inconnu, mais pas assez pour montrer qu'il y tenait vraiment. Ses bégonias avaient disparu. Elle frappa une fois. Ryan ouvrit, en short de sport et sweat à capuche, tenant un shake protéiné. Son visage se figea dès qu'il la vit. Man? Evelyn, qu'est-ce que tu fais ici? Evelyn s'avança juste assez pour que seule la porte moustiquaire les sépare. Je ne prendrai pas beaucoup de ton temps. Je suis juste venu te dire quelque chose. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, probablement pour vérifier si Nathalie était là, puis poussa un soupir et sortit sur le porche. Écoute, si c'est à propos de la maison. Elle leva la main. Laisse-moi finir. Il se tut. Je t'ai élevé quand personne d'autre ne le faisait. Pas parce que je devais, et pas parce que je voulais un merci. Je l'ai fait parce que j'ai vu un enfant qui avait besoin d'amour. Et je lui ai tout donné. Les yeux de Ryan vacillèrent, mais il resta silencieux. Je t'ai vu grandir. J'ai renoncé aux vacances, au sommeil, au temps, à mon propre corps. Je t'ai tout donné. Et jamais je ne t'ai fait sentir comme un invité dans cette vie. Elle inspira. Sa gorge se serrait. Et tu m'as remercié par une signature et une serrure changée. Il se gratta la nuque. T'as signé, man. C'est pas comme si je t'avais forcé. Ne m'appelle pas man si tu ne le penses pas. Silence. Elle redressa les épaules. Je ne suis pas venu pour me disputer. Juste pour te dire que je sais ce que tu as fait. Et tu devrais savoir, je ne suis pas fauché. Je ne l'ai jamais été. J'ai assez d'argent pour racheter cette maison 10 fois. Le visage de Ryan changea. D'abord l'incrédulité, puis la panique, puis une forme de honte. Je ne le savais pas. Tu n'étais pas censé le savoir, dit-elle. Parce que l'amour, ce n'est pas du commerce. Et la loyauté, ça ne s'achète pas. Mais maintenant je sais. Et toi aussi. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. J'ai déjà parlé à un avocat.
Les choses iront où elles doivent aller. Je voulais juste te regarder dans les yeux une dernière fois avant que ça commence. La main de Ryan retomba le long de son corps. Tu vas me poursuivre? Non, dit-elle. Je vais te rappeler ce que vaut un vrai foyer. Et sur ces mots, elle se retourna et repartit vers sa voiture. Pas de cris, pas de supplications. Juste une femme qui venait de se rappeler sa propre valeur. Mais les procès ne font pas peur aux femmes comme Evelyn. Ce qui les effraie, c'est de voir la personne qu'elles ont sous-estimée se relever, plus forte que jamais. 3 mois plus tard, la maison était vide. Plus de meubles, plus de Nathalie, plus de Ryan. La nouvelle propriétaire, une institutrice à la retraite venue de Lafayette, déclara que la maison semblait lourde lorsqu'elle y entra pour la première fois, comme si elle avait traversé quelque chose. Et c'était vrai. CJ avait agi vite. La demande d'annulation pour fraude passa devant le juge plus rapidement que prévu. Ce dernier ne broncha même pas en lisant les documents et les témoignages. Evelyn avait clairement été induite en erreur. Le transfert s'était fait dans des conditions douteuses, peut-être même manipulatrices. Ryan ne se présenta pas à l'audience. Il avait déjà quitté l'État. Nathalie retourna à Dallas, sans lui. Evelyn ne sourit pas en l'apprenant. Elle ne rit pas. Elle souffla simplement. Longtemps, lentement, comme si quelque chose retenait son souffle en elle depuis des mois, et que cela pouvait enfin s'échapper. Mais elle ne revint pas habiter dans cette maison. Trop de souvenirs, trop de fantômes de trahison silencieuse et de dîners du dimanche qui ressemblaient désormais à des répétitions pour une fuite. À la place, elle prit son argent. Son héritage complet, intact. Et elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle acheta 3 petites maisons à Pascagoula, Mississippi. Pas des manoirs. Pas tape à accent grave-l'œil. Juste ce qu'il fallait. Elle en fit des logements sûrs pour des femmes de plus de 60 ans, expulsées, déplacées ou abandonnées par leur famille. Elle appela ce petit programme Lennes Place, en hommage à son défunt mari. Elle disait que c'était le genre de choses qu'il aurait fait s'il avait vécu assez longtemps pour prendre sa retraite. La première résidente s'appelait Alma, 74 ans, mise à la porte par son petit-fils parce qu'elle ne pouvait plus garder ses enfants à plein temps. La seconde s'appelait Darlene. Sa propre fille avait vendu sa maison pendant qu'elle était en convalescence après une opération de la hanche. Evelyn cuisinait le repas du dimanche pour elles toutes. Parfois elle regardait des jeux télé. Parfois elle s'asseyait juste sur le porche et échangeait des histoires sur ceux qui les avaient blessés, et ceux qu'elles avaient survécu. Evelyn n'eut jamais besoin d'expliquer son histoire. Elle la lisait dans sa manière d'être. Calme. Ferme. Sans excuse. CJ passait encore parfois, surtout quand la paperasse s'accumulait. Il plaisantait en disant qu'il allait la mettre sur un panneau publicitaire. La femme qui transforma la trahison en plan de reconstruction. Evelyn riait et le chassait d'un geste. J'ai juste fait ce que ma mère m'a appris. On ne plie pas quand on est acculé. On prie, on plante ses pieds dans le sol, et on protège sa paix. Mais Evelyn savait que cette bataille n'avait jamais été à propos d'une maison. Il s'agissait de ne pas laisser un seul acte de trahison définir toute une vie bâtie à la sueur de ses mains. 1 an plus tard, Evelyn était assise sur le porche arrière de Lennes Place, une tasse de thé entre les mains et une couverture en laine sur les genoux. Le ciel de Pascagoula s'étalait en orange et or, un de ces couchers de soleil qui font du silence un cantique. Alma était à l'étage en train de crocheter. Darlene fredonnait dans la cuisine tout en nettoyant des feuilles de chou. Et Evelyn, pour la première fois depuis longtemps, se sentait en paix. Ni occupée, ni en colère, ni blessée. Juste paisible. Ce matin-là, une lettre était arrivée. Pas d'adresse de retour. Juste son prénom, écrit d'une main qu'elle n'avait pas vue depuis près d'1 an. À l'intérieur, un mot. J'ai merdé. Je le vois maintenant. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Peut-être que je pensais qu'on me devait quelque chose. Peut-être que je n'ai jamais compris ce que tu m'as donné. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je voulais te le dire. Tu ne méritais pas ce que j'ai fait. J'espère que tu vas bien. Ryan? Evelyn le lut 2 fois, puis le plia soigneusement et le glissa dans le fond de sa Bible. Pas pour l'oublier. Mais parce que certaines choses méritent d'être gardées en mémoire, sans pour autant être revécues. Elle ne lui répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Pour elle, le pardon ne signifiait pas l'excuser.
C'était se libérer de l'emprise de ce qu'il lui avait fait. Elle savait désormais quelque chose qu'elle ignorait encore à l'époque. On peut aimer quelqu'un pleinement, l'élever du mieux qu'on peut, lui donner tout ce qu'on a, et malgré tout, le perdre. Non pas à cause de qui l'on est, mais à cause de ce qu'il choisit de devenir. Et ça, ce n'est pas une honte qu'on doit porter. Evelyne s'appuya contre le dossier de sa chaise, alors que les grillons commençaient leur chant du soir. Elle ferma les yeux et inspira profondément. Un souffle qui remplissait plus que les poumons. Il emplissait les souvenirs. Il donnait du sens. Un foyer, ce n'est pas juste un toit. Ce sont les âmes qui vivent en dessous. Et elle venait d'en bâtir un nouveau, à partir de rien. Sans aucun papier. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous avez perdu, aimé, ou laissé partir, partagez-la avec une personne qui a besoin de l'entendre. Et souvenez-vous de ceci. Le véritable amour ne se vole pas. Les vraies mères ne plient pas. Et la vraie puissance ne crie jamais. Elle reconstruit. En silence. Depuis le sol.